Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ils étaient 2000 au départ, ils ne sont plus que 900, 2 ans après le déploiement de l'opération Sangari. Quel est l'état sécuritaire en République centrafricaine? Élément de réponse dans ce journal. Luc Atrokpo, maire de la ville de Boïkon au Bénin, a présenté ce samedi dans le cadre de la COP21 son projet de lutte contre les ruissellements du bassin du Zou. Nous le recevons sur ce plateau pour en parler. Et puis la compétition de Company of the Year 2015 a pris fin ce vendredi à Libreville au Gabon en présence du président Ali Bongo Ondimba venu encourager les entrepreneurs africains. Mais avant de développer ces titres, le Tchad a de nouveau frappé par des attentats. Selon une source sécuritaire à N'Djamena, au moins 27 personnes ont été tuées et plus de 80 autres blessés ce samedi 5 décembre dans un triple attentat suicide commis sur le marché de Louloufou, une île tchadienne du lac Tchad. Rappelons que cette région avait été placée le 9 novembre 2015 par le gouvernement sous le régime de l'état d'urgence à la suite de précédentes attaques perpétrées par les islamistes de Boko Haram. Voilà 2 ans que l'opération Sangari a été déployée en Centrafrique. Cette force, initialement dotée de 2000 hommes, avait pour mission de sécuriser Bangui, la capitale, d'ouvrir le corridor économique à l'ouest entre Bangui et le Cameroun et d'éviter une nouvelle crise humanitaire. Où en est-on aujourd'hui? Élément de réponse avec Lise Elsi à Kizimana. Sangari se célèbre son 2e anniversaire ce samedi 5 décembre 2015. L'opération militaire française en République centrafricaine a été créée le 5 décembre 2013 avec une force de 2000 hommes. Une intervention qui s'est déroulée en 3 phases. La sécurisation de Bangui, la capitale, l'ouverture du corridor économique à l'ouest entre Bangui et Cameroun, ainsi que la stabilisation de l'est du pays. L'intervention de Sangari en Centrafrique a permis d'éviter que les violences intercommunautaires prennent... elles sont déjà... elles ont été très dures, mais elles le seraient encore davantage s'il n'y avait pas les forces sangaristes. Parce que c'est la force la plus dissuasive à l'heure actuelle. Et donc, dans l'ensemble, qu'il s'agisse de Sangaris ou des autres forces de l'ONU, je crois que leur intervention a permis de stopper des violences qui étaient à un niveau très élevé. La force Sangaris a également contribué à la restauration progressive de l'État en permettant l'organisation des consultations populaires durant le premier trimestre 2015. Des consultations qui ont permis l'élaboration d'un chronogramme électoral qui débutera le 13 décembre 2015 avec un référendum constitutionnel suivi du premier tour des élections législatives et présidentielles prévues le 27 décembre 2015. C'est à cette occasion que nous verrons encore davantage le service que Sangaris peut rendre au peuple centrafricain, c'est-à-dire sécuriser les élections, sécuriser ces élections sur l'ensemble du territoire, parce qu'il s'agit d'élections groupées, d'élections générales, législatives et présidentielles. Donc c'est vraiment à ce moment précis que nous allons apprécier réellement l'intervention de Sangaris et l'intervention de la MINUSCA. L'opération Sangaris se prépare actuellement à passer le relais à la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine. Les effectifs de la force française devraient être réduits à 600 hommes, mais au vu du regain de violence depuis septembre 2015, l'état-major français a décidé de stabiliser les effectifs jusqu'à la fin des échéances électorales. La commission électorale égyptienne a annoncé les résultats des élections législatives ce vendredi 4 décembre 2015. Le président Abdel Fattah al-Sisi a remporté la totalité des 120 sièges à pourvoir. Les détails avec Lise Elsi à Kizimana. L'Égypte a un nouveau parlement. Ce vendredi 4 décembre 2015, la commission électorale égyptienne a annoncé les résultats des élections législatives. Organisé en plusieurs étapes depuis octobre 2015, ce scrutin s'est tenu en l'absence de la quasi-totalité de l'opposition. La majorité des candidats avaient affiché ouvertement leur soutien au chef de l'État égyptien qui refuse de fonder son propre parti.
La nouvelle équipe parlementaire, composée de 596 députés, reste ainsi acquise à la cause du président Abdel Fattah al-Sisi. Par ailleurs, la coalition pour l'amour de l'Égypte, qui soutient le président al-Sisi, remporte la totalité des 120 sièges à pourvoir selon un mode de scrutin de liste. On est dans un retour en arrière par rapport à la situation qu'a connue l'Égypte de sursaut démocratique à la fin de l'ère Moubarak. Le Parlement sera juste une chambre d'enregistrement des décisions du président al-Sisi, c'est évident. C'est une situation regrettable parce que l'Égypte est un grand pays de 90 millions d'habitants et il aurait été fort mieux pour l'Égypte de s'ouvrir pleinement à la démocratie. Ces élections législatives ont été marquées par un très faible taux de participation. 28,3% des électeurs égyptiens se sont rendus aux urnes pour élire leurs nouveaux députés, soit seulement 15 millions d'électeurs sur les 53 millions inscrits sur les listes électorales. Le faible taux de participation lors de ces élections législatives n'est pas une surprise. Le résultat des élections était connu d'avance en raison de l'absence de véritables figures de l'opposition capables de constituer une véritable alternative au parti du président al-Sisi. Cette situation de défiance vis-à-vis de ce processus s'explique aussi par la situation économique et sécuritaire vécue par les Égyptiens. L'Égypte est dans une période assez trouble et le débat politique, le débat démocratique est pour l'heure relégué au second plan. Cette faible participation au processus électoral de 2015 tranche avec la ferveur populaire suscitée par les élections législatives de 2012, dans le sillage de la révolte qui a mis fin au régime de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak en 2011. Et sachez qu'une étape vient d'être franchie à la conférence de Paris sur le climat. Après une semaine de négociations laborieuses, les délégués des 195 pays de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se sont mis d'accord ce samedi 5 décembre sur un texte de compromis qui constituera une base pour l'adoption d'un accord universel contre le réchauffement climatique censé être conclu la semaine prochaine à Paris. Et le maire de la ville de Bohican au Bénin, M. Luc Atropos, qui séjourne à Paris dans le cadre justement de cette conférence, a présenté ce samedi devant les élus un exposé sur son projet de lutte contre les ruissellements du bassin d'Unzo. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler. Soyez le bienvenu. Madame la journaliste, merci et bonsoir. Monsieur Atropos, votre projet fait partie des 10 retenus pour la présentation des opérations de coopération décentralisées dans le monde. Mais de quoi s'agit-il concrètement ? Merci. Le projet que j'ai présenté aujourd'hui à Bougé, c'est le projet de lutte contre les inondations dans le bassin versant du Zou. Ce projet a été retenu après appel à projet du ministère français des Affaires étrangères. Un certain nombre de projets ont été retenus. Et en Afrique de l'Ouest, nous en avons eu trois projets retenus. Et dans le projet de lutte contre les inondations dans le bassin versant du Zou, retenu au Bénin, c'est d'ailleurs le seul projet béninois retenu. Il est question de travailler dans le département du Zou à transformer l'eau, qui aujourd'hui est une nuisance, en avantage, parce que l'eau peut être nuisance, mais l'eau peut être aussi avantage. Donc, du coup, avec nos partenaires de la case, à savoir la communauté d'agglomération Sender, nous avons porté ce projet qui a été retenu, comme je l'ai dit, après appel à projet et qui a été présenté aujourd'hui à Bougé devant les élus et les invités. Voilà. Mais de quoi est-il question dans ce projet? Comment se décline-t-il? Qu'est-ce qui est prévu dans ce projet? Merci. Ce projet, d'abord un projet intercommunal parce que c'est l'ensemble des 9 communes du Zou qui fait environ 900 000 habitants. C'est l'ensemble de ces communes qui travaillent aujourd'hui à faire en sorte que dans le département du Zou, nous puissions régler le problème de l'inondation. Quand vous prenez la ville de Bohican est dans un versant. Au point où lorsqu'il pleut, et nous recevons de l'eau à Bohican, des autres communes, notamment de Djidja, d'Abomey, etc. Et nous sommes dit que ce problème ne peut pas être réglé par la ville de Bohican seule. Donc nous nous sommes concertés les 9 communes pour dire comment faire en sorte que désormais l'eau soit traitée à sa descente. Vous voyez, lorsque vous êtes dans la commune de Djidja, par exemple, et qu'il pleut, nous devons avoir la possibilité de retenir l'eau à Djidja pour que l'eau serve à la population de Djidja, à l'agriculture, à l'élevage, etc., etc. Et c'est à ça que nous avons réfléchi aujourd'hui. Il y a des bassins de rétention d'eau qui seront construits.
il y a tout un programme. Il n'y a pas ce programme pas ce projet qui répond parfaitement aux conditions dont on a parlé tout le temps de cette réunion, parce que vous savez très bien que le changement climatique aujourd'hui, c'est devenu planétaire. Et nous sommes malheureusement les pays du Sud qui sommes très bien affectés alors que nous ne sommes pas responsables autant de ce changement climatique. Mais nous devons travailler à faire en sorte que notre partition soit jouée. Aujourd'hui, vous avez la nappe phréatique, par exemple, dans notre département, qui est pauvre. Et il faut qu'à partir de ce projet-là, nous puissions travailler, enrichir cette nappe phréatique-là. Voilà. Pardonnez-moi de vous couper. Comment comptez-vous financer ce projet? Avez-vous les moyens de vos ambitions? Merci. Nous sommes à l'étape aujourd'hui de l'appel d'offres qui est déjà lancé. Et nous sommes heureux parce que des partenaires se sont déjà prononcés et ont déjà participé au financement de l'étude. Je prends par exemple la communauté d'agglomération Seine-Nord qui a participé à 100 000 €. L'Alliance de l'eau Seine-Normandie qui a participé à 250 000 €. L'Alliance Raineuse qui participera à 50 000 €. Nous avons notre CCZ, c'est-à-dire l'UCO, la communauté même, qui participe à environ 40 000 €. Et le ministère français des Affaires étrangères qui participe à 25 000 €. Merci, voilà. Monsieur Luc Atrokpo, d'avoir répondu à 2 questions. Je rappelle que vous êtes maire de la ville de Boyikon, au Bénin. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité, le sommet Chine-Afrique a pris fin ce samedi 5 décembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Malgré sa mauvaise conjoncture économique, l'Empire du Milieu semble déterminé à poursuivre son intervention en Afrique. Le président chinois Xi Jinping a annoncé une enveloppe de 60 milliards de dollars d'aide, incluant 5 milliards de prêts à taux zéro et 35 milliards de prêts à taux préférentiel en direction du continent. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba et son premier ministre Daniel Ona-Ondo ont procédé au lancement de la compétition africaine des jeunes entrepreneurs. Voyez ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Dans le cadre de la COP21, le Gabon a organisé une compétition pour jeunes entrepreneurs dénommée l'entreprise régionale de l'année. 13 pays africains y ont pris part. De nombreux projets bio visant à préserver l'environnement y sont présentés. Du biodigesteur sénégalais au barbecue démontable gabonais, en passant par la poudre miracle contre les insectes du Swaziland, toutes les inventions sont présentes. Notre produit, il est là, c'est un barbecue démontable portatif et au Gabon, on aime beaucoup la grillade. C'est pourquoi nous, Métier Gabon, nous avions jugé utile de faire des barbecues faciles à transporter et pliables, qui ne sont pas encombrants. Pour répondre aux besoins de la mission du président et lutter contre l'environnement, en ce moment, nous sommes en train de fabriquer des produits à énergie solaire. Des barbecues qui se chargeront à énergie solaire et qui viendront directement limiter l'utilisation du charbon dans nos ménages. Tous ces jeunes inventaires ont un objectif commun, l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ce qui explique la présence de plusieurs projets bio dans cette compétition. En ce qui nous concerne, nous avons pris conscience que le méthane avait des effets néfastes sur la couche d'ozone. Et c'est ce qui nous a plus poussé à maîtriser ce gaz-là, le méthane, et le substituer au butane. Donc nous avons vraiment pris conscience de l'état de déliquescence à laquelle où se trouve notre environnement, le monde en général. La compétition qui s'est tenue du 2 au 4 décembre 2015 à Libreville a été lancée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre Daniel Ona-Ondo. Selon les spécialistes, elle confirme la place grandissante de l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes africains. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.